Écoutez-moi, monstre. Le Monsterverse est un monde façonné par des super-espèces, comme on n'en a jamais vu. Des plus petites larves fouisseuses qui creusent sous le sol sans être vues, jusqu'aux titans colossaux, dotés d'une puissance jadis jugée divine. Ces êtres habitent la planète aux côtés de l'humanité, dans un monde naturel en perpétuel changement. Ancien, essentiel et profondément lié à l'ordre naturel. Ils existent pour maintenir l'équilibre dans un monde qui devient de plus en plus instable à chaque époque qui passe. À mesure que cet univers s'est étendu, nous avons été attirés toujours plus profondément dans des régions inexplorées, des écosystèmes oubliés et les vastes profondeurs de la Terre creusent elles-mêmes. À chaque nouvelle découverte, apparaissent des créatures qui défient la compréhension humaine de la nature, de la domination et de la survie. Et maintenant, avec l'arrivée de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters, ce monde est sur le point de devenir encore plus vaste et bien plus dangereux. Quel monstre familier pourrait revenir? Quelle forme de vie reste cachée, attendant d'être révélée? Aujourd'hui, nous commençons à répondre à ces questions en examinant de près chaque monstre apparaissant dans l'épisode 1 de la saison 2. Nous allons explorer leur biologie, leur régime alimentaire, leur comportement et les rôles qu'ils jouent au sein de ce fragile écosystème de monstres. Cet épisode est riche en contenu et il y a beaucoup à découvrir. Alors, allons-y. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de tous les nouveaux monstres révélés chaque semaine, ici même sur Dangerville. Commençons cette plongée dans le monde des monstres en découvrant ce qui se cache sous la surface dans l'Axis Mundi. Comme vous vous en souvenez peut-être, Lee Shaw y a été laissé à la fin de la première saison, alors qu'il regarde le portail se refermer avec Godzilla qui s'en va. Il est laissé seul, sans défense, jusqu'à ce que quelqu'un puisse venir le récupérer. Cela le rend vulnérable face aux créatures de ce royaume entre les mondes. Cependant, la première chose qu'il rencontre n'est pas un titan gigantesque, mais la plus petite des créatures, ces insectes ressemblant à des papillons de nuit qui parcourent l'Axis Mundi et qui ont reçu le nom de libellules de fer. Brillant de leurs ailes bioluminescentes, elles n'envahissent pas l'espace de Lee et préfèrent probablement se nourrir de la sève des arbres de la région, l'utilisant comme source vitale de sucre, d'énergie et de nutriments. Cependant, peu de temps après, il tombe sur un visage familier, le sanglier roncier, une bête territoriale qui rôde près des marais de la région. Ayant déjà rencontré Kate auparavant, Lee Shaw a maintenant accidentellement pénétré dans son territoire. Ressemblant à un sanglier sauvage de la surface, avec d'énormes défenses mortelles conçues pour charger ses ennemis, cette créature a de la mousse et des branches qui poussent sur son dos pour mieux se camoufler lorsqu'elle traverse les marécages épais et boueux. Il frappe du sabot, prêt à charger Lee. Cependant, le mouvement est interrompu par l'impact d'une capsule de transport Hollow-Earth tombant du ciel. Mais quelque chose d'encore plus terrifiant se réveille. Enfermée dans un cocon rocheux, se trouve une ancienne super-espèce, brusquement réveillée de son hibernation, et elle est furieuse. Voici Titan X, une créature géante ressemblant à un céphalopode, avec plusieurs tentacules barbelés, un large abdomen plat et une gueule reptilienne. Plusieurs courts organes de propulsion à réaction lui permettent de manœuvrer efficacement dans l'océan, ce qui indique une physiologie bien mieux adaptée aux environnements marins profonds. Elle brille d'une couleur bleu vif, utilisant la bioluminescence comme le roi des monstres. Mais elle semble aussi pouvoir changer de couleur selon son humeur, ce que nous verrons démontrer plus tard dans la série. Comment ce titan va-t-il s'en sortir face à Kong et Godzilla? Nous le découvrirons très bientôt. Titan X n'est cependant pas seul. Elle est suivie par des centaines de petites créatures ressemblant à des crustacés, chacune dotée de membres semblables à des tentacules et de grands yeux noirs globuleux. Contrairement à Titan X, leurs mâchoires sont circulaires, semblables à des foreuses, bordées de dents acérées comme des rasoirs, parfaites pour creuser et déchiqueter leur proie. Il reste incertain si ces créatures sont la progéniture de Titan X ou si elles la vénèrent simplement, attirées par la protection que sa présence procure. Dans tous les cas, leur arrivée annonce l'avènement d'une force véritablement cataclysmique. Titan X traverse le portail avec ses créatures, traînant Lee à la surface avec elle, et de l'autre côté se trouve nul autre que l'île du crâne. Elle s'enfuit vers l'océan et la planète fait maintenant face à une force nouvelle, mortelle et inarrêtable. Et juste derrière arrive un titan alpha gigantesque.
Alors continuons en jetant un coup d'œil à la mégafaune de l'île du Crâne. Kong, la 8e merveille du monde, arrive, attiré par le nouveau Titan, et détruit l'appareil qui a ouvert le vortex maléfique. Il paraît nettement plus grand que la première fois où nous l'avons vu sur l'île du Crâne en 1973 et même en 1993, mais il n'est toujours pas aussi grand qu'il l'était dans Godzilla contre Kong, puisque nous sommes encore à quelques années de cet affrontement. Lorsque nous avons rencontré Kong pour la première fois dans la saison 2, il est en train de dévaster la base d'Apex alors qu'il teste une technologie capable d'ouvrir des portails vers la Terre creuse. Kong, le protecteur de l'île, agit pour défendre la sainteté de son foyer et des créatures qui y résident, écrasant tout ce qui menace l'ordre naturel. Notablement plus agressif sur sa terre natale, il ne perd pas de temps à s'occuper des menaces qui se dressent sur son chemin. Mais aussi, quand il ne chasse pas carrément, il fait de petites siestes dans les broussailles. Mais il y a beaucoup d'autres créatures qui vivent sur l'île, y compris une que vous pourriez reconnaître. Les Leafwing sont sans doute les créatures originales les plus récurrentes de tout le Monsterverse, apparaissant dans plusieurs films et séries comme un élément persistant et fascinant de l'écosystème de la Terre creuse. Ces créatures ptérosauriennes ressemblant à des chauves-souris sont dotées de lames épineuses prononcées le long de leur mâchoire, capables de transpercer et de déchirer leur proie avec facilité. Leurs grandes ailes vert éclatants, ornées de motifs feuillus, leur permettent de se fondre parfaitement dans la canopée lorsqu'ils volent en groupe. Ils utilisent à la fois la discrétion et l'agilité pour chasser efficacement, ce qui en fait des prédateurs redoutables malgré leur taille relativement petite. Cependant, ces créatures ne sont que de plus petits cousins, bien moins dangereux d'un prédateur encore plus redoutable qui règne sur les cieux de Skull Island. D'abord apparu dans les comics, avant d'arriver dans la série en prise de vue réelle, le Psycho Vulture. Ce prédateur aérien atteint une envergure de 9 pieds et rappelle une chauve-souris avec sa fine couverture de fourrure et ses ailes membraneuses. Mais avec des dents acérées comme des rasoirs et des serres conçues pour percer et déchirer, il domine les cieux de Skull Island. Hautement intelligents et coordonnés, les Psycho-Vultures sont souvent observés en train de chasser en petite meute, encerclant leur proie avec précision avant de frapper à l'unisson. Leur présence ajoute une nouvelle couche de complexité écologique à Skull Island, suggérant une hiérarchie de prédateurs aériens où même les prédateurs eux-mêmes deviennent des proies. Ces créatures se nourrissent souvent d'une espèce de poisson-globe vénéneux qui vit au large de Skull Island, ce qui les plonge dans un état de frénésie, les poussant à tenter de tuer tout ce qui se trouve à leur portée, d'où leur nom de Psycho-Vulture. Dotés d'une vision thermique précise pour repérer les proies à sang chaud la nuit, ils projettent aussi une décharge électrique depuis leur bouche. C'est même assez puissant pour abattre un V-22 juvénile en un seul tir. Dans la nature, on peut les voir utiliser cette capacité contre leur cousin, le Leafwing, non pas pour se nourrir, mais pour éliminer la concurrence. Ces créatures ont été magnifiquement recréées dans Monarch Legacy of Monsters après leur apparition dans la série Birth of Comic. J'espère que c'est le signe que d'autres monstres issus de l'univers étendu feront leur entrée dans la série. Dans l'épisode, les créatures sont attirées non seulement par l'arôme des elfeuilles, mais aussi par les signaux chimiques subtils émis par les humains, y compris l'odeur inimitable de la peur. Cependant, heureusement, leur attention est détournée par une créature plus petite qui se trouve sous terre. À première vue, cette larve semble insignifiante comparée aux prédateurs comme Psycho-Vulture. En réalité, elle mesure un peu plus de 30 cm, assez pour éclipser presque tous les insectes du monde naturel. Aussi petite qu'elle puisse paraître, cette créature joue un rôle crucial dans le maintien de la santé de l'écosystème de Skull Island. Ces larves passent la plupart de leur vie cachées sous terre, creusant dans la terre humide et la matière végétale en décomposition. Avec le temps, elles émergent transformées, probablement développées en organismes volants similaires aux mouches à spores, introduites dans Godzilla X-Con Titan Chasseur, ou en une espèce aérienne étroitement apparentée. À travers ce cycle, elles contribuent à recycler la matière organique et soutiennent la chaîne alimentaire complexe de l'île. Bien que ces créatures soient invisibles la plupart du temps, elles ne constituent qu'une petite part du monde caché de Skull Island. Au-delà du sol de la forêt se trouvent des marécages et des vallées sombres, abritant les organismes les plus dangereux. En descendant dans les passages profonds des installations abandonnées de Skull Island, nous rencontrons l'une des créatures les plus fascinantes observées aujourd'hui.
Tapi dans l'ombre se trouve un grand carnivore ressemblant à un rongeur. Il se déplace sur de puissantes pattes avant et 2 solides pattes arrière, aidées par une longue queue en forme de fouet qui l'aide à garder l'équilibre lorsqu'il parcourt son territoire. Du museau à la queue, la créature mesure près de 6 mètres de long, sa silhouette générale ressemblant à celle d'un rat géant. Cependant, les observateurs attentifs pourraient remarquer qu'elle ressemble aussi à un grand félin, notamment par la forme de son crâne. La mâchoire est garnie de dents acérées, efficaces pour déchirer la chair, et sa posture basse et ramassée rappelle la puissante position de chasse d'un jaguar sud-américain. Des signes évidents que cette créature est conçue pour des embuscades fulgurantes, bondissant sur sa proie avec une efficacité mortelle. Son corps est recouvert d'un feuillage mousseux et envahi, lui permettant de se fondre parfaitement dans l'environnement humide et en décomposition. Le plus frappant, cependant, c'est son visage, creusé et semblable à un crâne, donnant l'impression de quelque chose de mort depuis longtemps. Cette caractéristique troublante pourrait avoir une utilité au-delà de l'intimidation. Ses mâchoires sont garnies de canines surdimensionnées, conçues pour saisir et tuer une proie en une seule morsure décisive. Sa méthode d'attaque consiste probablement à rester immobile dans la mailla, son visage cadavérique imitant peut-être une carcasse. Lorsqu'un animal sans méfiance s'approche, la créature bondit, maîtrise sa proie et la traîne sous la surface du marais, où elle la noie avant de la dévorer. Cette espèce n'a pas encore reçu de désignation officielle, mais en se basant sur son anatomie et son comportement, nous l'appellerons le rat de la mailla. Cette fois-ci, la chasse du rat de la mailla est interrompue lorsqu'il est écrasé sous le chariot élévateur, ses côtes brisées et ses poumons écrasés. Cependant, compte tenu des conditions des marais de l'île du Crâne, il est peu probable que ce soit le seul. D'autres pourraient encore rôder, invisibles, dans les eaux sombres en contrebas. À présent, alors que nous quittons l'île du Crâne, un autre visage familier apparaît, le Mantle Claw. Cette grande créature proche du crustacé vit dans les eaux côtières peu profondes de l'île du Crâne. Son corps massif et blindé est soutenu par de nombreux membres articulés, avec 2 énormes pinces capables d'écraser les eaux, la roche et les armures les plus résistantes. Avec ces outils, la mante-pince frappe avec une rapidité étonnante, saisissant sa victime et l'entraînant sous l'eau avant qu'elle ne puisse s'échapper. Son épais exosquelette le protège de la plupart des attaques, lui permettant même de défier des organismes bien plus grands. Malgré sa taille et son agressivité, la mante-pince n'est pas un titan, mais plutôt un prédateur régional dominant, qui occupe le rôle écologique de super-prédateur côtier. Dans l'épisode 1, on ne l'observe pas en train de chasser activement, comme nous l'avons vu avec d'autres prédateurs. Cependant, leur positionnement le long du littoral, combiné à la présence des Leafwings, suggère qu'ils pourraient se nourrir des animaux nicheurs qui habitent le terrain rocheux environnant. Ainsi, alors que nous quittons l'île du Crâne, nous concluons notre étude des créatures rencontrées dans l'épisode 1 de Monarch, Legacy of Monsters. L'épisode 2 mettait principalement l'accent sur le Grand Bleu, les océans et les systèmes aquatiques de notre planète. Les océans ont toujours été et seront toujours des éléments majeurs dans ce genre d'histoire, car ils recèlent la possibilité et l'idée de ce qui se cache dans les profondeurs. Titan X. Après avoir été libéré de sa prison rocheuse, Titan X s'est dirigé tout droit vers un endroit encore indéterminé. Après avoir été chassé de Skull Island par Kong, il ne s'est pas arrêté pour camper à proximité. Il a continué sa route et n'a toujours pas atteint sa destination. Il est concentré, guidé par son objectif au point qu'il ne semble avoir aucune distraction à part maintenir son armée en ordre, ce que nous explorerons plus en détail plus tard dans cette vidéo. Alors, restez bien là où vous êtes. Bien que sa mission soit sans aucun doute révélée avec le temps, on nous a offert un aperçu beaucoup plus détaillé de son corps, en particulier de sa tête et de ses mâchoires brutales. Des mâchoires qui deviendront sûrement davantage mises en avant à mesure que Titan X s'approche de son objectif encore inconnu. Pour l'instant, la seule chose que l'on puisse faire pour le combattre est d'essayer de l'éloigner des zones fortement peuplées. Pendant ce processus, Monarch a recueilli des informations sur le Titan. Les premiers rapports jugeaient X grand, mais la réelle taille de ce Titan, encore officiellement inconnue, est devenue évidente dans cet épisode. Il est nettement plus grand que ce qui paraît être une baleine bleue ou une rorqual commun, les plus grands êtres vivants sur Terre. Et ces 2 baleines atteignent des longueurs d'environ 30 mètres, soit plus de 100 pieds. Aimez cette vidéo et commentez si vous souhaitez une vidéo plus détaillée sur la taille colossale de Titan X.
Cette taille immense apporte vitesse et puissance. Titan X montre que Godzilla n'est pas le seul seigneur des océans. Étant totalement à l'aise dans l'eau, ce qui contraste avec ses mouvements presque maladroits sur la terre ferme, comme nous l'avons vu lorsque Kong était à ses trousses. Taille immense, puissance explosive et motivé par une raison puissante encore inconnue qui reste à découvrir. Ajoutez à cela une attitude agressive, territoriale et destructrice, ainsi qu'une puissante mâchoire remplie de dents acérées comme des aiguilles. Cela montre que Titan X n'est pas là pour se laisser malmener. Même si vous arriviez à donner un bon coup de pied à Titan X, il y a de fortes chances que cela cause plus de dégâts à son agresseur qu'à lui-même, grâce à ses protubérances épineuses qui recouvrent tout son corps, principalement concentrées autour de sa tête. Comme chez le poisson-lion, celles-ci pourraient protéger Titan X des attaques, surtout si elles sont venimeuses comme leurs homologues réels. En plus de la défense et de l'attaque, ces épines servent clairement à impressionner afin de donner à X une apparence plus grande et plus menaçante. Et pourraient avoir des capacités semblables à l'Illicium, cette excroissance en tige chez la baudroie qui attire les proies et distrait les prédateurs. Qu'il s'agisse d'une forme de bioluminescence que l'on observe chez la faune marine ou d'une forme d'énergie de titan inconnu, X est capable de changer la couleur de ses épines à volonté. Il est peu probable que l'Esca, la partie lumineuse visible chez la baudroie, explique la capacité du Titan X à changer de couleur. X semble avoir un état naturel, sans aucune lueur provenant de ses épines, mais il a également été montré avec une lueur blanche, signe possible d'un état mental plus détendu qui passe rapidement à une lueur rose lorsqu'il devient plus agressif et clairement en mode attaque. La véritable raison de ces couleurs reste inconnue, mais résoudre ce mystère pourrait bien soulever encore plus de questions. Une question est la suivante. Comment Titan X utilise-t-il sa fréquence vocale, qui semble trop basse pour être entendue par la plupart des humains, pour communiquer comme une reine des abeilles avec son armée, les scarabées? Nous n'avons eu qu'un aperçu de ces dangereux prédateurs agressifs, gros comme un ballon de plage, dans l'épisode 1. L'épisode 2 a montré aux spectateurs de quoi cette étrange créature est capable à elle seule et nous a permis d'observer de plus près leur mode de vie, en particulier la façon dont elles traquent leur proie et travaillent pour leur reine. Faisant preuve d'une grande réflexion, un scarabée s'est caché dans l'hélicoptère quittant Skull Island pour rejoindre le navire de Monarch. Cela démontre déjà une réflexion supérieure à la plupart de ce que nous avons vu dans le Monsterverse. Il n'est pas monté à bord par hasard. Il l'a fait volontairement sans se faire remarquer. Après avoir atterri sur le navire, le scarabée a commencé à chasser. À bord du navire, le scarabée solitaire a montré une discrétion qui rivaliserait avec celle de Sam Fisher, évitant d'attirer l'attention de chaque humain jusqu'à ce qu'il veuille révéler sa présence. La capacité d'observer et de se fondre dans l'activité humaine sur le navire, prenant toutes les précautions possibles pour rester totalement indétecté jusqu'à être assez proche pour frapper. Avec ses crochets et ses dents acérées comme des rasoirs, combinés à ses mouvements sporadiques, rapides et intenses, ainsi qu'à sa mentalité féroce, un scarabée peut facilement envoyer un humain sans méfiance dans l'au-delà. Même s'il est bien plus petit et faible que l'humain moyen. Même sans l'effet de surprise, le scarabée reste assez fort pour donner du fil à retordre à la plupart des humains, même à des légendes comme Kurt Russell. Et il s'est avéré être très résistant grâce à sa carapace blindée qui ressemble à celle d'une limule, mais conçue pour un monstre. Il a encaissé plusieurs coups d'un objet contondant et des tirs de pistolet de détresse, et il n'a été assommé par tout cela que pour une courte période. Mais avant de perdre connaissance, le scarabée a poussé un cri strident et violent, un appel aux armes alertant sa reine, Titan X, changeant instantanément la direction du géant pour se diriger vers la source de l'appel. Et une fois relâchés dans l'eau, le scarabée et Titan X se sont retrouvés et nous avons pu avoir un aperçu de leur relation symbiotique. Des centaines, voire des milliers de ces scarabées se sont accrochés à Titan X. Quelle que soit la nature réelle de leur lien, ils étaient prêts à être libérés lorsque le moment serait venu, nous laissant nous interroger sur la façon dont ces créatures si différentes sont malgré tout liées. Ils partagent même des épines similaires qui s'étendent de l'arrière de leur corps. Peut-être viennent-ils du même milieu et ont développé des adaptations similaires. Ou peut-être que les scarabées sont une forme préévoluée de Titan X, où l'un d'eux pourrait un jour devenir la reine elle-même. Ce comportement apparaît déjà dans le lore étendu du Monsterverse avec les Mudos, donc c'est clairement possible.
Mais pourquoi Titan X prend-il le temps de rassembler un seul scarabée isolé? Il semble étrange qu'une créature aussi massive change de direction pour sauver un petit scarabée. Peut-être qu'il y a là quelque chose qui nous échappe à tous. Le lien entre ces deux espèces sera progressivement dévoilé. Peut-être que les scarabées agissent comme des unités d'éclaireurs pour Titan X, ou comme une armée de soldats qu'il pourrait envoyer pour semer la terreur et le chaos chez ses ennemis ou ses proies avant de finalement se révéler lui-même. Même les plus puissants titans auraient du mal à résister à des milliers de tics, tandis que le Titan X s'approche pour frapper, offrant à Titan X un avantage inédit dans le Monsterverse. Une armée de sbires pour éloigner les humains faibles et distraire monstres et titans pendant les combats. Et au passage, les scarabées sont récompensés par un puissant protecteur et une source constante de nourriture. Ceux qui sont décédés grâce à leur fureur combinée. Dans les prochaines semaines, attendez-vous à en apprendre davantage sur la relation entre Titan X et les scarabées. Mais pour l'instant, de nombreuses questions demeurent. Quelles questions avez-vous sur Titan X et les scarabées? Dites-le nous dans les commentaires. Nous avons déjà rencontré des créatures uniques de l'Axis Mundi, telles que le sanglier roncier ou le dragon de fer. Et même sur l'île du Crâne, nous avons vu des bêtes terrifiantes comme la créature connue sous le nom de Ratzlian et le psychovautour électrique. Mais peut-être le plus grand de tous est Titan X, El Grandios del Mar, le grand dieu de la mer. Et grâce aux villageois qui vénèrent cette créature, nous connaissons maintenant son vrai nom, Kai-Kai Velu, nommé d'après la déesse de l'océan du folklore de Chiloé, capable de faire monter le niveau de la mer pour détruire et modifier la terre. Dans le Monsterverse, ce nom semble étrangement approprié. Ce titan a été réveillé au plus profond de l'Axis Mundi avant de plonger à travers le vortex immonde, émergeant à la surface du monde dans ce qui semble être un voyage migratoire naturel. Où ce voyage mène reste incertain. À chaque nouvel épisode, le mystère entourant ce titan ne fait que grandir. Il s'impose déjà comme l'une des ajouts les plus fascinantes que le Monsterverse ait connu. Kai-Kai est particulièrement fascinant car il ne suit pas les schémas habituels observés chez de nombreux titans. Des créatures comme Ghidorah ou Scar King se comportent comme des forces de destruction, agressives, territoriales et ouvertement hostiles. Kai-Kai semble différent. Plus tôt dans la saison, nous avons vu des éclairs d'hostilité. Il a tué le chef de Monarque et a affronté les vaisseaux Monarques qui arrivaient, semblant se préparer à un débarquement. Mais l'épisode 3 révèle une autre facette de l'animal. Suite au dénouement dramatique de l'épisode 2, lorsque le Titan est sorti de l'océan, des nuées de scarabées ont commencé à se rassembler autour de lui. Keiko et Lee, pensant qu'une attaque était imminente, ont frappé l'un des crustacés. La réaction est immédiate. Kai-Kai Velu se déchaîne, détruisant l'une des cabanes le long du rivage. Son corps bioluminescent clignote d'un rose vif, un avertissement éclatant, lumineux et agressif. Pendant un instant, on dirait que le titan s'apprête à riposter, mais ensuite, les scarabées arrivent. La lueur rose s'estompe, laissant place à un bleu océanique profond. Et ce qui suit est quelque chose que l'on observe rarement chez les titans à l'état sauvage, un aperçu de quelque chose de presque tendre. La créature laisse les scarabées grimper sur sa peau, s'accrochant à la surface comme s'il cherchait une protection. Qu'il s'agisse réellement de sa progéniture ou d'une sorte de symbiote qui le suit, cela reste incertain, mais le lien est indéniable. L'agressivité précédente du titan disparaît complètement, remplacée par un calme, une concentration presque protectrice. Lorsque l'essaim est réuni en sécurité autour de lui, Kai-Kai reprend son voyage, glissant silencieusement dans la mer. Cela fait de Titan X un titan singulièrement attachant. Pour la première fois, nous avons vu un titan se comporter moins comme une force destructrice et plus comme un animal vivant protégeant quelque chose sous sa garde. Et cela complique les choses pour la suite, car à terme, Monarque s'attend à ce que ce titan entre en collision avec deux des créatures les plus puissantes de la Terre, Kong et Godzilla. Si cette confrontation a lieu, la question devient inévitable. Kai-Kai Velu est-il destiné à mourir dans un combat qu'il n'a jamais voulu, ou bien les alphas reconnaîtront-ils quelque chose de différent chez ce titan? Pour l'instant, la réponse reste incertaine. Plus tard dans l'épisode, nous voyons Monarque lancer une alerte d'urgence concernant la présence de Kai-Kai. La réaction est immédiate. Un bar rempli de clients se vide soudain, tandis que tout le monde se précipite chez soi.
La peur qui entoure les Titans est toujours bien réelle, et cette peur remonte à un seul moment de l'histoire moderne. G-Day. La réaction violente de l'humanité face à l'émergence des Titans est une réponse naturelle aux événements de 2014. Dans cet épisode, nous voyons Kate lutter encore avec la culpabilité et la haine de soi. Des visions de Godzilla traversent son esprit, et la pensée de perdre les enfants et d'échouer à nouveau la pousse presque à mettre fin à ses jours. Et comme nous le voyons dans l'épisode, elle n'est pas la seule. Des centaines de personnes ont perdu la vie sur ce pont, et beaucoup d'autres ressentent probablement la même douleur. Les événements de Godzilla Rising Again déclencheront sûrement une réaction en chaîne menant au prochain film. Que ce soit la construction de l'Argo, de Mechagodzilla ou de nouveaux abris pour les Titans, il est clair que l'humanité va améliorer sa préparation après l'arrivée du roi des monstres. En pénétrant dans l'installation restreinte d'Apex, nous découvrons quelque chose de particulièrement intéressant dans leur dossier. Des informations concernant plusieurs individus d'intérêt et un certain Titan Alpha ayant un lien unique avec Godzilla. Lorsque May accède au dossier de suivi d'Apex, nous voyons brièvement plusieurs fichiers classifiés Castle Bravo. James Conrad, le capitaine qui a dirigé la première expédition sur Skull Island. Outpost 32, le lieu de repos glacé de Ghidorah. Et enfin, Titanus Mozura. Selon le dossier, Mothra a été aperçu à New York le 16 avril 2001. Et si cette information est exacte, cela change tout ce que nous pensions savoir sur la reine des monstres. Jusqu'à présent, le cycle de vie de Mothra semblait relativement clair. Un individu repose dans un cocon dans les jungles de la province du Yunnan, en Chine. Un autre demeure en sommeil, quelque part dans la terre creuse, attendant l'arrivée de Jia. Alors, que ferait Mothra à New York? Et comment un titan de cette taille pourrait-il traverser l'une des plus grandes villes du monde sans être vu? L'épisode 3 semble effectivement suggérer la possibilité qu'une autre Mothra soit quelque part dans le monde. Nous savons qu'il existe d'autres œufs dans le monde, donc peut-être verrons-nous Mothra dans une future série Monarch, ou peut-être même dans Supernova. Mais pourquoi New York et pourquoi 2001? Cela crée ce sentiment persistant que quelque chose d'ancien a peut-être évolué dans l'ombre de sa propre histoire sans être remarqué. Mais quand refera-t-elle surface? Cela reste à découvrir, mais c'est sans aucun doute l'un des développements les plus intéressants de cet épisode. Maintenant, en examinant de plus près les dossiers Apex, nous voyons un autre dossier très intéressant appelé Red Monarch, daté du 10 septembre 1984. Cela pourrait en fait avoir d'énormes implications pour l'avenir de la série, car il a récemment été annoncé que Wyatt Russell reviendrait dans un nouveau spin-off du Monsterverse se déroulant pendant la guerre froide. La série d'espionnage suivra Lee Shaw lors d'une mission secrète derrière le rideau de fer pour empêcher les Soviétiques de libérer un nouveau titan dangereux qui pourrait leur faire gagner la guerre froide. Ce qui rend le nom de Red Monarch encore plus intéressant, car la Russie est intrinsèquement liée à la couleur rouge, puisqu'il s'agit de la couleur internationale du socialisme et de la révolution communiste. Après la révolution de 1917, les bolcheviks ont utilisé la couleur rouge pour distinguer leurs forces, l'armée rouge de l'armée blanche anticommuniste. Donc ce que cela implique est évident. Red Monarch pourrait être l'équivalent soviétique de Monarch elle-même, une organisation qui étudie les titans, mais avec un objectif très différent. Au lieu d'observer et de protéger l'ordre naturel, ils essaient peut-être de l'utiliser comme arme dans le but de gagner la guerre froide. Et si c'est le cas, la question suivante devient inévitable. Quel titan essayait-il de contrôler? Eh bien, les rumeurs actuelles évoquent l'apparition de Tiamat. Dans la bande dessinée Titan Monsterverse Declassified, il a été révélé que Tiamat a détruit un sous-marin russe pendant la guerre froide. Ce lien pourrait nous indiquer que Tiamat a été libéré par les Russes pour être utilisé comme une arme, ce qui s'est retourné contre eux de façon spectaculaire. Cependant, la vérité reste encore enfouie. Il pourrait toujours s'agir d'un autre titan qui n'a pas encore été découvert. C'est ça, la beauté du Monsterverse. De nouvelles créatures émergent des profondeurs pour remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur ce monde étrange. Cela conclut l'examen d'aujourd'hui des créatures rencontrées dans l'épisode 3 de Monarch, l'héritage des monstres, y compris ceux qui pourraient apparaître plus tard dans la saison et même au-delà. Dans l'épisode de cette semaine de Monarch, l'héritage des tricheurs.
Dans l'épisode de cette semaine de Monarque, l'héritage des monstres, on nous a présenté une toute nouvelle espèce jamais vue ou mentionnée auparavant dans le lore du Monsterverse, ainsi qu'à un véritable monstre, un monstre qui inspirerait la peur même aux âmes les plus courageuses. Un monstre qui n'a été mentionné que brièvement dans le lore étendu, vivant, attendant, dévorant. Titan X et les scarabées attaquent le monde moderne. Nous allons analyser cette offensive sur la plage et ses possibles conséquences face à cette nouvelle menace. Venons-nous d'obtenir les premiers indices de la création de Mechagodzilla? Tout cela sera exploré, alors restez avec nous. Les Leafwings, l'une des créatures les plus connues et observées du Monsterverse. Remontant à près d'une décennie dans Kong, l'île du crâne et à plus de 50 ans dans la chronologie de l'univers. Maintenant, ils sont arrachés malgré eux à la célèbre île de la mort pour être utilisés comme des outils. Apex affirme et agit comme s'il sauvait ces créatures, leur offrant la liberté après une vie de stress constant. Mais leur destin sous Apex est tout sauf paisible. Dans l'épisode 4, nous avons aperçu des Leafwings adultes retenus en captivité. Une prison pour des animaux qui ont besoin de kilomètres d'espace ouvert et qui ont évolué pour vivre dans les forêts, forcés dans une boîte en béton pendant qu'Apex décide comment les étudier. Il a été prouvé que ces animaux sont féroces envers les humains. Et cela nous amène aux jeunes feuilles ailées. Les spectateurs ont eu un aperçu des plans top secrets sur lesquels Apex travaillait. Une puce a été implantée chirurgicalement dans la moelle épinière du jeune feuille ailé. Cela pouvait momentanément modifier la personnalité de la créature, passant d'une bête imprévisible à un compagnon souriant. Son effet ne dure que quelques instants, mais il est clair qu'Apex commençait à comprendre le cerveau de ces bêtes. Mais ne vous y trompez pas, il ne cherche pas vraiment la coexistence. Ils cherchent à contrôler ces animaux et en faire des armes, y compris les titans. Et c'est avec ce jeune Leafwing qu'il commence. Ce à quoi sert vraiment cette technologie, ce vers quoi elle mène, pourrait bien receler plus de secrets et d'indices reliant le lore du Monsterverse. Nous allons revenir là-dessus plus tard dans la vidéo, mais pour l'instant, passons à un habitant de Skull Island qui est vraiment un monstre. Un monstre qui n'a été mentionné que dans les histoires et les mythes jusqu'à présent, mais qui est maintenant bien réel, le Vine Strangler. Bien que cela ne soit pas confirmé, à moins qu'Apple ne décide de publier un nom juste après la sortie de cette vidéo, toutes les preuves indiquent que ce monstre terrifiant est la créature connue dans le lore sous le nom de Vine Strangler. En examinant les croquis de ces bêtes, on peut voir les similitudes frappantes. Évoluée pour vivre dans les arbres, cette créature s'est adaptée pour devenir un chasseur furtif hors pair. Des pattes semblables à des branches. Un corps qui pourrait facilement être pris pour une partie d'un arbre. Des appendices tentaculaires pendent de son corps. Un peu comme des lianes qui tombent des canopées au-dessus. Toute sa biologie est parfaitement adaptée pour attraper des proies sans qu'elles ne se rendent jamais compte qu'elles étaient chassées. Après avoir piégé sa proie, elle l'attire vers sa bouche pleine de dents. Le processus exact par lequel l'étrangleur dévore son repas est inconnu. Mais des preuves trouvées dans les rejets de la bête ou en langage courant, les restes régurgités de ses proies. On peut voir qu'il n'aime pas digérer les os et certaines parties plus solides, les régurgitant comme le font les oiseaux. Cela suggère que l'étrangleur a un estomac incapable de dissoudre des choses comme les os ou les cornes. Il se contente d'aspirer les parties juteuses puis rejette ce qui reste, s'assurant ainsi de ne pas endommager son tube digestif. Un petit peu de normalité pour ce qui est autrement un animal venu de l'enfer. Il vaut mieux que celui-ci reste sur Skull Island. Qu'on pensait pareil pour nos prochains monstres. Concentrons-nous sur Titan X et les scarabées. Brièvement, dans l'épisode 4, les deux espèces récurrentes poursuivent l'escalade de leur mystérieuse mission. Se cachant sur les plages et sous le sable pour rester au chaud, les scarabées attendaient l'appel de leur maître. Et une fois cet appel lancé, il n'a fallu que quelques secondes avant que les scarabées commencent à tuer. Déchirant et arrachant. Ces deux humains ont été déchiquetés en quelques secondes. Étrangement, ils ne semblaient pas manger de chair humaine. Ils se sont précipités comme de petites tortues de mer en colère vers l'océan, direction Titan X. Auraient-ils mangé ces deux jeunes hommes sans l'influence de leur alpha? Nous ne pouvons en être sûrs. Les preuves montrent que ces animaux ne consomment pas les humains qu'ils tuent. Ils semblent tuer juste pour tuer, ce qui est pratiquement un concept inexistant dans le règne animal et dans le monde fictif du Monsterverse. Peut-être que Titan X et les scarabées voient le monde comme leur territoire, d'où leur agressivité et le fait qu'ils ne mangent pas leur proie.
Pourquoi Titan X a-t-il détruit le vaisseau de Monarch alors que ses opérateurs n'ont presque rien fait pour le menacer ou le provoquer? Le mystère de Titan X et des scarabées continue. Toutes les créatures citées sont apparues plusieurs fois dans le Monsterverse ou ont été décrites en détail dans le lore étendu. Mais cette prochaine espèce est totalement nouvelle, les Needlewalkers. Ces espèces, semblables à des oiseaux, ont évolué pour survivre aux nombreux prédateurs de l'île. Leur lien avec les oiseaux enfreint curieusement la règle du Monsterverse qui interdit la présence de dinosaures. Mais notre monde réel abritait autrefois des animaux encore plus proches de ces oiseaux de Skull Island, comme l'ancien Moa ou les oiseaux terreurs. Peut-être, comme le VRX fictif de l'ancienne Skull Island de 2005, pourriez-vous imaginer que ceux-ci sont des oiseaux terreurs ayant évolué spécifiquement pour une île de monstres dans le Monsterverse. Certains diront que son apparence évoque un Pokémon de type plante. Et vous auriez absolument raison. Cependant, cet animal n'est pas l'acolyte des humains, sauf si l'on parle de donner des coups de pied aux humains dans les côtes. Grâce à leurs pattes puissantes, les marcheurs d'aiguilles courent bien plus vite que les humains. Et elles les aident à sauter et à se déplacer sur presque tous les terrains. Et tout comme une autruche dans la vie réelle, vous n'auriez vraiment pas envie de vous faire donner un coup de pied par l'un d'eux. Bien que décrits comme non prédateurs, les marcheurs d'aiguilles restent très dangereux et territoriaux. Un peu comme un hippopotame. Pour les marcheurs d'aiguilles, une vie sous la pression constante des prédateurs a adapté leur cerveau à être constamment sur le qui-vive, les poussant à attaquer presque tout ce qui se trouve sur leur chemin. Cela leur permet d'infliger de gros dégâts avec leurs becs puissants et longues griffes. En se concentrant sur leurs membres antérieurs, ces griffes pourraient porter des coups comme le Therizinosaurus, mais elles servaient probablement plus souvent à éventrer des troncs d'arbres ou des termitières du type de Skull Island. Et pour s'assurer d'être aussi protégés que possible pendant qu'ils cherchent de la nourriture, la majeure partie de leur corps est recouverte d'adaptations dures et hérissées semblables à des plumes, ce qui les rend presque impossibles à attaquer correctement ou à avaler en entier. On peut imaginer qu'un plus grand prédateur de Skull Island aurait une sacrée mauvaise surprise en mordant dans l'armure protectrice du marcheur d'aiguilles. C'est ce trait évolutif qui leur a valu ce nom, les Needlewalkers. Combiné à leur coloration verte, cela en fait une créature camouflée et hautement protégée. Mais même eux ne pouvaient pas résister à ce genre de monstre qu'Apex créait. En se rappelant que la chronologie de Monarch se déroule avant Godzilla contre. En gardant à l'esprit que l'histoire de Monarch se passe avant Godzilla contre Kong, il pourrait y avoir des indices dans l'épisode 4 qui détaillent les premières recherches et le travail ayant mené à la création de Mechagodzilla. Sur plusieurs écrans de l'installation d'Apex, des clins d'œil faisaient allusion à la création de Mechagodzilla, vue dans Godzilla contre Kong. Vous voyez des termes liés à l'activité neuronale, autant d'éléments dont on sait qu'ils arriveront plus tard dans la chronologie. Il ne faut pas non plus oublier l'appareil utilisé pour contrôler le cerveau du Leafwing. Une technologie qui aurait aussi pu servir à créer Mechagodzilla en utilisant le crâne et l'activité du lien neural de Ghidorah encore active à l'intérieur. Et dans Godzilla vs Kong, tout comme avec le bébé Leafwing dans l'épisode 4, nous avons vu que cette technologie est encore très nouvelle et pas totalement comprise. L'esprit de Ghidorah et des jeunes Leafwings n'est en réalité jamais parti, seulement contrôlé. Et même si rien n'est certain, est-ce que cet appareil ne ressemble pas à quelque chose qui pourrait éventuellement être désassemblé et transformé en œil de Mechagodzilla? C'est clairement une possibilité. Cela laisse présager l'avenir que nous connaissons tous dans le Monsterverse et au passage, cela enrichit le lore pièce par pièce. Nous commençons cette analyse à Santa Soledad, dans le sud du Chili, une région côtière isolée où la terre s'étend en longues étendues silencieuses, et où Titan X devrait passer dans le cadre de sa route migratoire naturelle. C'est quelque chose qui se produit probablement depuis des générations sans aucune intervention humaine. Apex s'est installé ici dans le cadre d'une expérience où il tente de prendre le contrôle de ce prédateur géant. Sur le papier, c'est présenté comme une étape vers la coexistence, une façon de mieux comprendre et potentiellement de vivre aux côtés de ces créatures. Mais compte tenu du passé d'Apex, il est difficile de prendre cela pour argent comptant. Apex est une entreprise technologique, au bout du compte, et si elle peut utiliser un titan pour vendre sa propre technologie de défense, alors c'est clairement la direction que cela prend. Cependant, la tâche s'avère encore plus difficile que prévu, et May est poussée à bout
dans sa tentative de livrer le dispositif neuronal qui prendra le contrôle des fonctions motrices de Titan X en temps réel. Mais chaque tentative ratée, chaque ajustement, alimente quelque chose de bien plus grand, car tous ces essais et erreurs mènent finalement au développement de Mechagodzilla et de son système de contrôle neuronal. Mais dans le calme avant la tempête, quelque chose s'agite. Le sol commence à vibrer et la terre se met à bouger. Quelque chose de grand approche. Et les premiers monstres à apparaître sont les scarabées, des céphalopodes ressemblant à des crustacés qui semblent vénérer Titan X. Ils émergent du sol, probablement depuis de profonds réseaux de canaux souterrains menant au vortex de la Terre creuse, ce qui explique comment ils peuvent surgir aussi soudainement et en si grand nombre. Ils déferlent par milliers, jaillissant de sous la surface comme une inondation. Leur façon de se déplacer prouve que ce n'est pas un hasard. Et maintenant, il est temps de commencer à s'inquiéter car il se dirige droit vers LeShore, Keiko et le reste de l'équipe. À ce stade, le groupe est déjà sous pression, essayant de désactiver le drone qui transporte l'implant neural avant qu'il n'atteigne Titan X, mais les scarabées se rapprochent rapidement. Nous savons, grâce à la physiologie et au comportement observé lors des rencontres précédentes, que ces créatures sont carnivores. Leur comportement frénétique et leurs dents acérées sont conçus pour éliminer sauvagement toute proie qu'ils considèrent comme une menace pour la ruche ou leur maître, Titan X. Ils viennent d'ailleurs de massacrer 2 surfeurs qui avaient accidentellement empiété sur leur territoire. Et maintenant, ils foncent droit sur Lee. Cependant, ils se mettent à l'abri et, heureusement, s'en sort indemne, les créatures ayant quelque chose de plus important en tête. Au large, dans l'océan, une faible lueur bleue se forme sous la surface, et elle devient de plus en plus brillante à mesure qu'elle s'approche du rivage. Titan X est arrivé, également connu sous le nom de Kokai Velu. Sa couleur bioluminescente actuelle indique un niveau de calme et de satisfaction, ce qui suggère qu'elle n'est pas actuellement dans un état agressif, mais qu'elle traverse plutôt cette zone dans le cadre de sa migration habituelle. Cependant, grâce à cela, nous découvrons une autre capacité de Titan X. Elle commence à se connecter avec Kate. Ce que nous voyons ici, c'est une forme de lien psychique ou empathique. C'est quelque chose que nous avons déjà vu dans le Monsterverse, en particulier avec les jumelles Chen et Mothra, et même dans la façon dont Mothra interagit avec Godzilla à travers leur relation symbiotique. Cela plonge Kate dans une sorte de transe hypnotique, provoquant des mouvements involontaires qui ne touchent qu'elle. Il y a un certain niveau de reconnaissance à ce moment-là, ainsi qu'une curiosité et peut-être même de l'empathie. Kate semble ressentir quelque chose en retour aussi, que ce soit de l'émotion, de la douleur ou simplement une présence, et pendant un instant, une véritable connexion se forme entre les deux. Bien qu'il soit difficile de dire si Kate la comprend vraiment pour l'instant ou quel est réellement son but, dans cette scène, vous avez peut-être aussi réalisé cela. C'est le même endroit que dans l'épisode précédent, où le groupe vénérait Titan X comme un dieu. Cela leur apporterait d'importantes sources de nourriture que nous savons maintenant se trouvent sur ces routes migratoires, lesquelles sont pleinement visibles ici, alors qu'elle recommence une fois de plus sa routine. Mais le calme ne dure pas. Mais Apex profite de ce moment de tranquillité pour lancer son attaque. Leur drone s'enfonce profondément dans le bras de Titan X, qui hurle de douleur. Lorsque l'appareil s'active, il envoie des décharges électriques dans tout son système nerveux afin de prendre le contrôle de ses fonctions motrices et de diriger ses mouvements. Elle se contracte involontairement et on peut voir que sa connexion avec Kate est si profonde qu'elle le ressent aussi. Elle s'effondre presque immédiatement, submergée par quelque chose que son corps n'était jamais censé supporter. Et le lien partagé entre elles transforme cela en une boucle de rétroaction de douleur que Apex n'avait clairement pas anticipée. La taille imposante de Titan X s'avère cependant être un véritable problème, et le lien neuronal ne peut pas supporter la charge. Le système compense en augmentant l'intensité des chocs, ce qui ne fait qu'empirer les choses. Tout ce que cela fait, c'est provoquer une douleur insupportable à Kokai, qui ne peut que rester assis et endurer la souffrance, essayant presque de ne pas blesser Kate en dessous. Mais finalement, elle atteint sa limite. Elle rugit,
Et maintenant, nous assistons à une démonstration magnifique mais tragique de l'organisation exemplaire de ces sbires. Ces scarabées se regroupent en essaim, grimpent sur son corps et son bras, puis ils commencent à mordre. Leurs mâchoires, parfaitement adaptées pour creuser à travers des matériaux durs comme la roche et la terre, commencent à mâcher et à déchirer la chair de cocaille dans le but de sectionner l'appareil à sa source. Ils réussissent, mâchant directement à travers le membre du titan qui s'effondre au sol, manquant de peu d'écraser les humains en dessous. C'est une solution extrême, mais elle fonctionne. Cela démontre une véritable relation symbiotique. Ils agissent immédiatement pour aider Kokai, qui est devenu une sorte de mère de substitution pour ces créatures ressemblant à des scarabées. Il est difficile de dire ce que ces scarabées reçoivent en retour à ce stade. Peut-être qu'elles leur offrent une protection, l'accès à une région où ces créatures peuvent migrer pour se nourrir, ou même s'accoupler. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une relation mutuellement bénéfique que l'on retrouve même dans la nature, comme entre les poissons pilotes et les requins. Ces poissons accompagnent de grands requins comme les requins longimanes dans une relation mutualiste, se nourrissant de parasites et de la peau du requin, nettoyant leurs dents, tandis que le requin leur offre une protection contre les prédateurs. C'est donc formidable de pouvoir documenter le même comportement chez de véritables titans. Avec l'appareil disparu, Titan X n'est plus électrocuté, mais les dégâts sont déjà faits. Cette attaque l'a fait entrer dans une rage destructrice, son collier bleu calme se transformant en un magenta vif et furieux, signalant qu'elle n'est plus passive et qu'elle réagit activement à ce qui vient de se passer. Elle passe à l'offensive. Ses tentacules s'abattent sur la base Apex, déchirant les structures et causant d'immenses destructions. Des explosions commencent à retentir alors que les systèmes tombent en panne, le feu se propage sur le site et toute l'opération sombre rapidement dans le chaos tandis que les gens essaient d'évacuer. À ce stade, il n'y a plus rien qu'Apex puisse faire. L'expérience est un échec et cela renforce un point qui revient sans cesse lorsqu'il s'agit des titans. Peu importe à quel point notre technologie devient avancée, nous ne contrôlons toujours pas des forces de la nature comme celle-ci. Au moment où nous essayons de jouer à Dieu, les choses deviennent incontrôlables très rapidement. Après avoir détruit les infrastructures d'Apex, Kokai, accompagné de son essaim de scarabée, repart et se retire dans l'océan pour poursuivre son voyage, ne laissant derrière elle que la dévastation. L'une des victimes est le fils de Keiko, Hiroshi, qui meurt tragiquement sur place. Il reste à voir comment cela affectera la relation entre Kate et Titan X. Au contraire, cela a peut-être renforcé leur relation à cause de ce qui vient de se passer, car ils ont maintenant partagé quelque chose d'intense et de douloureux d'une manière que ni l'un ni l'autre ne pouvaient contrôler. Il n'est pas encore clair si cela mènera à une communication plus profonde ou à quelque chose de plus dangereux. Quant à Titan X elle-même, son rétablissement prendra du temps, on ne sait pas si elle se remettra de ses blessures. Cela pourrait nécessiter beaucoup de radiation et beaucoup de repos. Monarch arrive enfin sur les lieux pour diriger une mission de sauvetage en aidant les personnes touchées par la catastrophe et en arrêtant les responsables. Mais la vraie question est, où Titan X va-t-il apparaître ensuite? Elle a été attaquée, blessée et mise sur la défensive, ce qui la rend bien plus imprévisible qu'auparavant. Et si elle refait surface près d'une zone habitée, les conséquences pourraient être bien pires. À ce moment-là, il ne s'agira plus d'un incident circonscrit. Vous pourriez faire face à un second J-Day, mais avec un peu de chance, Monarch pourra intercepter grâce à leur système de suivi des titans, et cette fois, espérons que ce ne soit pas une baleine. L'un des plus grands spectacles au monde, Kong debout dans son environnement naturel de Skull Island. Ici, on peut vraiment voir à quel point il est immense comparé au paysage naturel qui l'entoure. Et, se sentant satisfait, Kong prend même le temps de nous montrer à quel point il est vraiment à l'aise. Voir le puissant Kong en paix assez longtemps pour que Kintaro puisse l'observer et le documenter, et utiliser ses talents pour dessiner le géant, aide à montrer que Kong reste simplement un très grand animal qui fait ce que font les animaux pendant la majeure partie de leur vie. Il y aura toujours des moments d'intensité, mais la plupart du temps, Kong, comme les autres animaux, veut simplement se détendre. Cet état de détente prépare l'une des meilleures scènes de Kong dans le Monsterverse pour montrer son immensité.
Kong semble immense dans ce plan, et cela s'accentue quand on voit son attitude changer après avoir remarqué qu'il est observé. On voit son état de contentement se transformer rapidement en un état d'alerte. Et ensuite, il passe à un état réactif lorsqu'il aboie et grogne contre Kentaro, ce qui fonctionne. Le message est très clair. Même brève, cette interaction illustre l'évolution de la relation de Kong avec les humains et son développement futur jusqu'à son apparition en tant que King Kong de la Terre creuse dans la chronologie actuelle du film. Il est à noter que Kong n'apprécie toujours pas vraiment la présence de la plupart des humains, à l'exception de Jia, et que les Iwi et Jia se trouvent effectivement quelque part sur l'île à ce moment précis, ce qui est un détail sympa pour les superfans. Alors que nous quittons Kong, Kentaro se dirige vers une clôture devant laquelle se trouvent 2 dinosaures. Eh bien, il ne s'agit peut-être pas de véritables dinosaures, mais dans le Monsterverse, c'est ce qui s'en rapproche le plus, à part ce crâne de Triceratops trouvé ailleurs sur l'île. Cela peut prêter à débat, mais n'est-ce pas un clin d'œil à la clôture emblématique de Jurassic Park? Avec les 2 Needlewalkers fuyant hors champ comme des Gallimimus ou des Raptors, difficile de croire qu'aucun membre de l'équipe n'ait suggéré « et si on ajoutait un peu de Jurassic sur cette île ?» Les clôtures sont quasiment identiques. Mais aucune clôture n'est assez solide pour empêcher le roi des monstres d'entrer. Quand Titanic est lentement sorti de l'eau, se dirigeant vers la ville de Tokyo, et que nous avons commencé à avoir les premiers indices sonores que Godzilla était proche, il était très facile de s'y tromper à ce moment-là, et c'était aussi mon cas. Mais nous apprendrons plus tard que cette scène n'était qu'un cauchemar, un mauvais rêve pour Kentaro, qui en a déjà beaucoup vécu à ce stade. J'imagine que le fait que cette scène soit une séquence de rêve et non réelle va être controversé pour des raisons compréhensibles. Nous voulons tous voir Godzilla et n'aimons pas qu'on nous fasse languir. Mais cauchemar ou pas, c'est de l'action de Godzilla à l'écran. Et pas n'importe quelle action, c'est parmi les meilleures offertes par l'adaptation du Monsterverse. C'est la représentation la plus fidèle à celle de la Toho pour Godzilla dans le Monsterverse. Son apparition soudaine et bouleversante, suivie de ce genre qui court dans tous les sens et crie. On a tellement de plans classiques de Godzilla que ça m'a immédiatement replongé dans l'ère Heisei et Showa des films de Goji. Avec un peu de Minus One là-dedans, le lancer de train et le méga piétinement étaient clairement influencés par le dernier Godzilla oscarisé de Toho. Le cadrage et l'échelle, l'action, le spectacle d'une attaque de kaiju dans toute sa splendeur, et on a même droit à des combats militaires épiques contre le J-Man. Quelque chose qu'on n'a pas assez vu dans le Monsterverse. Séquence de rêve ou non, c'est vraiment l'une des formes les plus pures du Godzilla classique que nous ayons vu avec cette version du roi. Ce plan-là, je pense qu'on peut tous être d'accord, c'est du pur Godzilla. Les lumières qui déchirent le ciel nocturne, les flammes démoniaques et inquiétantes qui dessinent la silhouette de Godzilla dans l'obscurité. Et ensuite, on voit Titanic et le J-Man se retrouver face à face. Cette scène était un avant-goût brillamment réalisé, que j'espère influencera l'affrontement inévitable entre ces titans et les futures attaques de Titans dans le Monsterverse. Regardez simplement à quel point le roi a l'air puissant. La plupart d'entre nous pensent que Godzilla devrait ressembler et agir ainsi. Personne n'est une cible, mais nul n'est vraiment en sécurité. Je sais que c'est une scène de rêve et qu'elle n'a pas d'importance pour le lore ou l'histoire, et taquiner les fans ne plaira certainement pas à certains. Mais le simple plaisir de voir Godzilla à l'écran rendre justice au film classique de Godzilla est déjà formidable en soi. J'espère qu'à l'avenir, la franchise offrira plus de scènes où tout ça semble aussi bien. L'apparence, l'ambiance, même les premiers sons qui suggèrent la présence de Godzilla. Tout cela résume parfaitement ce qu'est un grand blockbuster moderne consacré à Godzilla. Espérons que le combat imminent entre Titan X et Godzilla sera à la hauteur de ce que ce rêve nous a présenté. Titan X est apparu brièvement dans le cauchemar, annonçant l'inévitable. Mais quelque chose de plus important, ou du moins de plus intrigant, a aussi été révélé. La connexion étrange entre le Titan et certains humains continue de s'intensifier. Lorsque Kate plonge dans l'eau avec l'équipement spécial utilisé pour recueillir les fréquences sonores provenant des vibrations dans l'eau, nous découvrons que le Titan X n'est pas le monstre que nous pensions tous. Les sons que le Titan émet sont ceux qui traduisent la confusion, la panique et la peur. Le Titan X ne cherche pas à tuer ou à détruire quelque chose, il cherche une issue pour s'échapper.
Comme un animal acculé, le Titan X devient plus hostile et agressif, probablement par peur de ce nouveau monde qu'il n'a pas vu depuis longtemps, depuis qu'il est dans l'Axis Mundi. Ce sujet demande une analyse approfondie, alors abonnez-vous et activez la cloche pour suivre les prochaines vidéos. Alors que nous plongeons dans le monde des monstres, il est bon de se rappeler que ce n'est pas une promenade de santé. Des dangers se cachent à chaque coin et peuvent facilement passer inaperçus. Les voyageurs inexpérimentés devront faire attention à ces anomalies spécifiques. Après tout, c'est un royaume conçu pour les monstres, parce qu'Axis Mundi n'est pas simplement un autre écosystème. C'est un espace instable et transitoire où les règles normales de la réalité commencent à se désintégrer. Pour tout ce qui n'y est pas adapté, la survie ici est peu probable. Lors de l'expédition de Li Shao dans ce royaume, il a rencontré une anomalie que l'on ne trouve que dans les profondeurs de l'espace. La distorsion gravitationnelle des portails de la Terre creuse ne modifie pas seulement le temps relatif passé dans la région, mais permet aussi quelque chose de bien plus inquiétant. Une interaction à travers le temps. Ce phénomène ressemble à ce que nous appelons l'intrication quantique. Des signaux, des images, voire des voix peuvent être transmis à travers les décennies, portés par des perturbations gravitationnelles intégrées dans l'environnement lui-même. C'est similaire en principe à la façon dont la lumière lointaine nous permet d'observer le passé, mais ici, ce processus est accéléré, déformé et localisé. Les événements à l'intérieur d'Axis Mundi ne restent pas toujours dans leur propre époque. Les événements ici sont transmis à travers les ondes gravitationnelles et sont diffusés près de 60 ans plus tard. Cela pourrait expliquer comment les titans parcourent d'immenses distances à travers la planète dans des délais apparemment impossibles. Des déplacements qui semblent instantanés à la surface peuvent en réalité être acheminés à travers ces corridors déformés, ce qui pourrait même en être la raison. Godzilla a voyagé de Gibraltar à l'Égypte presque instantanément, ce qui rend cette région bien plus intéressante qu'on ne le pensait auparavant. Si tu peux interagir avec tes versions passées, que pourrais-tu faire d'autre? Est-ce que des personnes ou des armes peuvent être transportées et utilisées pour la guerre, obtenant ainsi l'avantage divin du temps contre tes ennemis? Seul le temps nous le dira. Ce n'est pas la seule anomalie environnementale observée aujourd'hui, car nous avons aussi vu quelque chose qui anéantirait tout voyageur qui ne se doute de rien. En raison de la nature imprévisible de cet environnement, de l'énergie statique peut jaillir du sol. Cela se manifeste par des éclairs électriques qui ne proviennent pas du ciel, mais bien de la Terre elle-même. Ce qui, si l'on en est la cible, anéantirait tous ceux avec quoi cela entre en contact. Ce n'est même pas totalement irréaliste, puisque des phénomènes similaires se produisent naturellement. Les décharges de l'Axis Mundi sont probablement causées par des failles instables, générant d'énormes déséquilibres électriques sous la surface. Mais bien que cela soit dangereux pour les visiteurs humains, c'est le foyer d'une multitude de créatures qui survivent dans ce monde extraterrestre. Et dans l'Axis Mundi, quelque chose observe toujours, dont l'une traque Li Shao, un mouton semblable à un insecte que l'on peut voir se faufiler à travers la végétation dense. Mais de quel organisme s'agit-il? Eh bien, c'est nul autre que le terrifiant Endoswarm, un adulte qui plus est, reconnaissable à sa taille et à son armure développée. Une créature de type insectoïde, dotée d'une bouche en forme de forêt, d'un exosquelette renforcé, de cornes acérées semblables à celles d'un scarabée et de multiples pinces tranchantes comme des rasoirs, lui permettant de saisir et de déchirer avec précision. Cette espèce a été documentée à plusieurs reprises au sein de Monarch et cette rencontre est personnelle. Lee nourrit une vendetta personnelle contre cette espèce précise pour lui avoir enlevé Keiko. Possiblement une femelle, en raison de sa taille énorme. Il est également possible qu'il s'agisse du même individu aperçu en train de remonter à la surface lors de rencontres précédentes. Au sein d'Axis Mundi, où le temps et l'espace sont instables, il n'est pas exclu de rencontrer plusieurs fois le même individu à travers différentes lignes temporelles. Reconnaissance des odeurs, schéma de mouvement, il se peut qu'il traque quelque chose de familier, et une fois qu'il a verrouillé sa cible, il attaque. Il se jette en avant et commence à accélérer rapidement, poursuivant Lee avec une voracité effrayante. La gueule grande ouverte, prête à dévorer sa prochaine proie. Il plonge, frappe et mord, tout cela dans le but de capturer sa proie.
prouvant que, bien que ces super-espèces se nourrissent effectivement de radiation, utilisant cette énergie pour leur subsistance, leur croissance et leur reproduction, elles continuent à chasser instinctivement. Que ce soit pour protéger un nid ou peut-être même simplement parce qu'elle aime le goût de la viande. Mais avant qu'elle ne puisse porter un coup fatal, elle est stoppée net par quelque chose de massif. Sans avertissement, l'endoswarm est immobilisé. Une substance visqueuse tombe dessus. Quelque chose de familier que Lee, Keiko et Bill ont déjà vu auparavant. Au-dessus, un prédateur encore plus grand tourne en cercle, Lion Dragon. La créature, ressemblant à un ptérosaure, avec des ailes renforcées, plane au-dessus de la région, arborant un design semblable à celui d'un poisson-lanterne, avec des dents acérées en forme d'aiguille et des cornes de diable. Des adaptations sensorielles comparables à celles des organismes abyssaux. Cette sécrétion cireuse, appelée Naka, était auparavant utilisée pour piéger les humains assez malchanceux pour devenir ses proies. Et elle a également été utilisée comme manœuvre défensive lors de son combat contre Godzilla, ce qui signifie qu'elle l'utilise à la fois de manière offensive et défensive. Ce liquide durcit et maintient l'endoswarm en place pour qu'il puisse arriver et l'attraper. C'est une chasse économe en énergie, ce qui est crucial dans un écosystème où même les prédateurs doivent économiser leurs ressources. Ce démon de l'Axis Mundi ne cherche probablement pas Lisho et est plutôt attiré par les cris de l'endoswarm. Le Muto a failli rattraper Lee avant que Lion Dragon ne l'arrête net. Il plonge ensuite et le saisit avec une efficacité fulgurante, puis quitte la zone pour se repaître de sa nouvelle proie. On ne sait pas s'il s'agit du même spécimen documenté lors d'autres rencontres, bien que cela semble plus que probable. Et d'après la chronologie, cela s'est probablement produit peu de temps après qu'il ait détruit l'USS Lawton en 1943, puisque seulement quelques semaines dans l'Axis Mundi, équivalent à des décennies à la surface, et qu'il retourne sur son territoire pour festoyer dans son nouveau nid, créé aux Philippines. Il s'écoulera un peu moins de 4 semaines en temps Axis Mundi avant qu'il ne trouve la mort aux mains de Godzilla. Lee se retire alors dans la forêt plus dense, où les super-espèces plus grandes sont moins susceptibles de le détecter. Ici, la survie dépend du silence et de la discrétion. Mais plus profondément dans le terrain, quelque chose de bien plus important attend. L'expédition de Lee le conduit jusqu'au mystérieux Titan X, encore non éclos, reposant dans un état dormant à l'intérieur de son cocon. À ce stade, il est inactif, mais pas sans vie. Lee s'approche et commence à entailler l'extérieur rocheux, tout cela pour placer le traceur dans l'une de ses tentacules. Jusqu'à présent, Monarch s'était appuyé sur des données compromises provenant d'Apex, qui sabotaient délibérément leur mission. Cependant, maintenant, avec la véritable technologie de Monarch, ils ont l'opportunité d'obtenir un signal direct pour suivre ces routes migratoires. Lee plante le traceur à l'intérieur de l'une des tentacules exposées et cela semble passer inaperçu auprès de l'énorme titan. Pendant un instant, rien ne se passe. Cependant, il commence à bouger, clairement réveillé par la perturbation soudaine de son hibernation. Il étend ses tentacules et commence à sortir de son nid. Lee parvient à s'échapper de justesse, à quelques centimètres d'être écrasé par l'un de ses tentacules. Il se précipite vers sa capsule, le portail désormais réactivé le propulsant à la surface. Pour lui, seules quelques semaines s'étaient écoulées. Sur Terre, des décennies. Il revient en 1982, 20 ans après avoir commencé son expédition vers l'Axis Mundi. Cela nous amène à aujourd'hui, où le traceur a maintenant été activé et, pour la première fois, Monarch reçoit un signal clair, leur fournissant les informations essentielles pour suivre le Titan dans son périple. Alors, où se dirige-t-il? Vers la péninsule du Cap York en Australie, une vaste plage isolée de la civilisation. Mais dans quel but? Est-ce pour se nourrir, se reproduire, faire un nid ou même se battre? Mais après la découverte récente de Kate, il se pourrait qu'il ne soit pas du tout perdu. Il se pourrait qu'il cherche simplement son foyer. D'après son comportement observé, ce titan ne semble pas hostile. Il suit peut-être simplement un cycle naturel, un cycle bien antérieur à toute compréhension humaine. Une chose est sûre, un autre titan à la surface ne finira pas bien, parce que lorsque l'équilibre change à cette échelle, quelque chose le remarque. Le roi des monstres ressentira ce déséquilibre et se lèvera pour le défier, afin de le renvoyer d'où il vient par la force.
Godzilla arrive et le monde n'est pas prêt. Godzilla contre Titan X, après des mois d'attente. L'épisode 8 de la saison 2 de Monarch a offert le grand affrontement entre le roi des monstres et le nouveau monstre, Titan X. Nous savons maintenant qu'il n'est pas un titan destructeur comme les Mutos ou Ghidorah. Sa véritable mission déchirante a finalement été révélée, ce qui a finalement conduit Titan X à se retrouver face à face avec Godzilla. Pas de rêve cette fois, c'est une véritable apparition canonique de Godzilla dans le Monsterverse. L'affrontement était intense, mais le combat a-t-il répondu aux attentes? La révélation tardive de Godzilla en valait-elle la peine? Allons-y, avant que la grande bataille ne secoue la Terre, le mystère entourant la route migratoire du Titan X a enfin été révélé. Le Titan partage en réalité plus de points communs avec la biologie du monde réel qu'on ne le pensait. Comme une mère tortue de mer après avoir passé beaucoup de temps au large, les déplacements sporadiques du Titan X à travers l'océan Pacifique étaient dus au fait qu'il était enceinte. Sa route migratoire, un processus instinctif où elle se rendrait dans un endroit, peut-être là où elle-même est née, pour pondre son œuf. Mais cette plage précise n'est pas l'endroit où elle devrait être. Un événement a perturbé la boussole intérieure de Titan X au point qu'on la considère comme perdue. Mais elle ne peut plus attendre, il fallait qu'elle ponde cet œuf. Ce qui est une situation très dangereuse pour elle à cause du territoire sur lequel elle a dû empiéter pour pondre son œuf. Mais elle essaie de devenir mère. Nous ne savons pas si c'est sa toute première progéniture ou non, mais étant le seul membre connu de cette espèce, il est clair que cet œuf est très important. Donc, sur la plage, avec l'aide des scarabées, un nid est construit pour aider à protéger et sécuriser son œuf. Pourquoi ces petites créatures aident la géante reste encore inconnu. Peut-être savent-ils que si cet œuf n'éclot pas et que Titan X périt, ils perdront leur plus grand allié dans le monde des titans et leur principale source de nourriture. Peut-être que les scarabées n'existent que grâce à Titan X, et sans elle ou son espèce, ils pourraient eux-mêmes disparaître. Donc, d'une certaine manière qui rappelle les termites, les scarabées construisent la structure obscure entourant l'œuf, le maintenant fermement en place afin qu'il puisse être gardé par sa mère. Ce processus délicat de construction du nid serait difficile à gérer pour la mère gigantesque, mais ce dans quoi elle excelle, c'est protéger cet œuf avec toute la force de son corps. Si la migration reproductive de Titan X était semblable à celle d'une tortue de mer, ses instincts protecteurs seraient aussi féroces que ceux d'une mère alligator, prête à défendre violemment sa progéniture. Et comme une pieuvre mère, elle protège l'œuf en utilisant son propre corps comme bouclier. Il n'y a presque rien qui pourrait pousser Titan X à quitter son œuf. J'ai dit presque. Godzilla approche. Ce qu'Apex prévoit de faire avec l'œuf et la progéniture de Titan X reste inconnu. Mais il est maintenant clair pourquoi Godzilla n'attaquait pas Titan X jusqu'à présent. Appelé comme un chien d'attaque par Lee Shaw, les sons emblématiques que Godzilla émet en s'approchant donnent le ton pour ce qui va suivre. Un affrontement avec la mère très protectrice, Titan X, réveillé brusquement de son profond sommeil quelque part dans les sombres profondeurs de l'océan Pacifique. Godzilla a voyagé avec une extrême rapidité, parcourant une vaste distance en peu de temps, probablement grâce à l'utilisation du système complexe de passage entre les mondes qui commence à être un peu mieux compris dans le Monsterverse. Se pourrait-il que cette zone soit l'extérieur de sa tanière que nous avons vu exploser dans King of the Monsters? C'est possible. Il est maintenant reconnu que dans le Monsterverse, ces lieux sont bien plus nombreux qu'on ne le croyait. Godzilla aurait installé des aires de repos dans divers océans où il peut s'arrêter et dormir si nécessaire. Et c'est exactement ce que Godzilla faisait à ce moment-là. Le signal émis dans l'océan était de nature à forcer la main de Godzilla. Il ne pouvait probablement pas déterminer d'où provenait réellement le signal, tout ce qu'il savait, c'est que c'était une perturbation qui valait la peine d'être arrêtée. Alors, lorsqu'il est arrivé au large du site de nidification de Titan X, peu importe la raison de la présence de Titan X, il était prêt à se battre. Même si la présence de la mère Titan ne suffit pas à provoquer le retour de Godzilla, car Titan X n'est pas destructeur ni chaotique, cela n'enlève rien au fait que Godzilla impose des règles strictes aux autres titans. La principale et la plus importante de toutes, rester en dehors de son territoire et suivre les règles. Si Titan X était resté fidèle à sa route migratoire, il est probable que Godzilla ne l'aurait pas attaquée, sinon elle serait probablement déjà morte, traquée au fil des longues années où ils ont tous les deux vécu.
Perdue et hors de sa trajectoire, forcée de pondre sur cette plage car elle ne pouvait plus retenir son œuf, elle a enfreint la loi primaire de Gojira. Une mère protégeant son enfant est une cible légitime pour le roi des monstres. Mais vaincre Titan X ne sera pas facile, même pour Godzilla, car même s'il est le plus redoutable de tous, Godzilla ne possède pas l'arme secrète dont dispose Titan X. La puissance explosive pure d'une mère protégeant ses petits. Un grand salut à toutes les mamans fières, de toutes sortes, qui nous regardent. Que ce soit sur le territoire de Godzilla ou non, Titan X n'allait pas le laisser venir menacer sa progéniture comme ça. Un affrontement était inévitable. Godzilla a dit « Pars ou tu es mort ». Titan X répond « Vas-y, je t'attends ». Elle ne peut pas abandonner son œuf, elle va rester et se battre. Côte à côte, nous pouvons enfin comparer ces deux titans alpha pour faire ressortir leurs différences. Godzilla est clairement plus massif. Il est plus grand et globalement beaucoup plus imposant, avec un corps plus épais, des bras et des jambes puissants. Le G-Man est très clairement le titan le plus fort. Concernant leur combat, c'est plutôt équilibré. Cela est en partie dû à l'approche beaucoup plus non conventionnelle du combat de Titan X grâce à sa biologie. Ses nombreux bras tentaculaires travaillent sans cesse à déstabiliser, enlacer et maîtriser Godzilla, l'empêchant de la charger de front, ce qui est l'une de ses stratégies de combat préférées. Combiné à une agilité athlétique et à un corps qui, comme celui d'une pieuvre, lui permet de se déplacer de manière peu conventionnelle, cela a créé un défi auquel Godzilla n'était pas totalement préparé. Et même le roi des monstres doit prendre des précautions supplémentaires lorsqu'il s'approche des énormes mâchoires de Titan X, plusieurs fois plus grandes que les siennes. La force de morsure de Titan X dépasse probablement largement la sienne. Et même si les nombreux tentacules peuvent facilement être arrachés, il a été révélé qu'ils ont la capacité de se régénérer tout comme Ghidorah, ce qui soulève aussi son lot de mystères qu'on gardera pour une autre fois. La puissance brute de Godzilla face à la biologie unique de Titan X et à ses sens accrus dus à la maternité donne un combat assez équilibré. Le G-Man ne peut pas simplement foncer et battre Titan X à mort. Cela dit, c'est un sacré coup de queue que même Titan X n'a pas vu venir. Les deux monstres s'affrontent, l'un essayant de mener l'attaque, c'est Godzilla, et l'autre jouant la carte de la défense ultime. Chaque fois que Godzilla essaie d'attraper X, elle saisit ses bras, sa tête, n'importe quelle partie de lui pour stopper son attaque, déplaçant son centre de gravité et l'empêchant d'utiliser pleinement sa force contre elle. Regarder ce combat m'a rappelé les débuts du Monsterverse, où les titans se comportaient davantage comme des animaux, moins humanisés, on pourrait dire. Leurs mouvements dans le combat semblent à la fois sporadiques et maladroits, mais aussi instinctivement impressionnants. C'est comme voir deux grizzlies se battre, ce combat paraît brut et authentique. Chacun essaie sans cesse de contrer les mouvements de l'autre. C'est l'affrontement ultime entre un catcheur et un lutteur en termes de style de combat. Mais une fois que l'œuf de Titan X a été volé de son nid, le combat a changé. On voit la mère Titan paniquer, perdre ses œufs semble pire que tout ce que Godzilla pourrait lui faire. Son attention quitte presque complètement le G-Man, alors que ses yeux luttent pour garder son œuf en vue, tandis que ses bras font tout pour retenir Godzilla. Cette distraction donne à Godzilla la chance qu'il attendait. Il prépare son coup signature pour achever le combat. Avec la mère Titan qui n'est plus totalement concentrée sur lui, il continue de l'attraper, finissant par saisir X dans une étreinte d'ours. Ayant enfin une bonne prise sur Titan X, Godzilla utilise son grand corps pour retourner le Titan sur le côté, exposant son ventre moins protégé. Le bourdonnement de ses pouvoirs atomiques retentit et tous, y compris Titan X, savaient ce qui allait se passer. C'est ici que Titan X montre vraiment à quel point elle est une combattante intrépide et expérimentée. En un instant, la bête massive se jette au sol, semblant rétrécir son propre corps et s'aplatir autant que possible pour éviter l'explosion. C'est l'un des mouvements les plus athlétiques que nous ayons vus chez un titan dans cet univers. Le fait qu'elle soit assez intelligente pour anticiper, synchroniser et éviter cela à la dernière milliseconde prouve que ce titan est de catégorie alpha. Comme on l'a déjà vu, la plupart des titans inférieurs ne peuvent éviter cette puissante attaque unique. Et X a fait tout cela alors qu'elle pensait plus à son œuf qu'à Godzilla. Même après avoir frôlé la mort, elle garde toujours les yeux sur l'œuf, un pur instinct maternel pour protéger sa progéniture. Même des ours beaucoup plus petites sont capables d'effrayer leurs homologues mâles bien plus grands lorsqu'elles défendent leurs petits. Donc tout cela est plausible dans le monde réel, mais nous connaissons Godzilla et nous savons qu'il n'abandonne jamais.
et qu'il est spécialisé dans la traque des titans femelles et mères. Faites attention, mesdames. Ce n'était que le premier round. Les derniers épisodes de la saison 2 promettent d'être remplis d'action avec des titans, Godzilla, Titan X et bientôt le calme. C'est le moment de vous enthousiasmer si ce n'est pas déjà fait. La grande bataille jusqu'à présent a été brève, mais très bien réalisée, et c'était incroyable de voir un combat de Titans qui ne cherchait pas à ressembler à une scène de combat de super-héros. Dommage que ce type de scénario soit rare dans Monarch ou d'autres séries à cause de la difficulté à créer ces monstres en images de synthèse. Et que le Monsterverse a sauté cette époque avant que tout ne devienne trop science-fiction, car c'était agréable de voir un combat de Titans. On dirait deux animaux qui font simplement ce qu'ils font, comme le souligne sagement le Dr. Grant. Je dirais que faire attendre le public aussi longtemps pour un combat qui n'était qu'une étape vers un affrontement plus important plus tard, c'est quelque chose qui aurait dû arriver bien plus tôt dans cette saison. Le combat n'était pas une vraie bataille, mais juste une brève escarmouche. Mais la façon dont ce combat a été mis en place et présenté à l'écran, tant visuellement qu'au niveau de la narration, a été un point fort pour moi et l'une des meilleures raisons pour qu'un affrontement du Monsterverse ait réellement lieu depuis Ghidorah, je pense. Il y avait des raisons à ce combat qui allaient au-delà de simples tentatives de faire avancer l'intrigue. L'une de mes principales préoccupations avec les films récents était que les combats de Titans avaient lieu en gros sans véritable raison. Cette confrontation entre Titan X et Godzilla, ainsi que la façon dont les humains ont réagi et agi pendant l'événement, était agréable à voir et je l'ai personnellement beaucoup apprécié. Godzilla a été aperçu et il se dirige vers Titan X. Cependant, il est sur le point de faire quelque chose de totalement inattendu. La Terre n'est pas le monde calme et familier que nous pensions autrefois. C'est un système vivant façonné par des super-espèces, des créatures dépassant tout ce que l'histoire a jamais enregistré. Certaines de ces super-espèces ont évolué pour disparaître elles-mêmes dans la forêt, devenant indiscernables de la végétation qui les entoure. D'autres sont des titans, des forces de la nature si puissantes qu'elles peuvent raser des villes et redéfinir l'équilibre de la planète en quelques instants. Et maintenant, ils marchent parmi nous, dans un monde qui change plus vite que nous ne pouvons le comprendre. Et une fois de plus, un nom résonne plus fort que les autres. Godzilla. Son retour menace de provoquer un autre G-Day. Le moment où le monde a réalisé que ces créatures sont réelles. Mais il y a plus chez ce titan que la destruction. Aujourd'hui, nous découvrons une autre facette de Godzilla, un roi craint même par les siens. Et pourtant, parfois, quelque chose de bien plus complexe. Pas seulement une force d'anéantissement, mais une présence qui peut, dans certaines circonstances, agir avec intention et même retenue. Dans cet avant-dernier chapitre, nous nous concentrons sur l'invisible, un monde qui émerge autour de nous. De nouvelles formes de vie longtemps dissimulées commencent à apparaître, chacune représentant une pièce d'un puzzle bien plus vaste et bien plus dangereux. Il ne s'agit plus de savoir si un nouvel affrontement aura lieu, mais quand. Nous commençons aujourd'hui à y répondre. Nous allons examiner en profondeur chaque monstre présenté dans l'épisode 9 de la saison 2, en analysant leur biologie, leur comportement, leur régime alimentaire et le rôle qu'ils jouent dans cet écosystème fragile et en constante évolution. Voici une analyse complète des créatures qui transforment notre monde. Et si vous voulez rester informé de chaque nouveau titan révélé chaque semaine, assurez-vous de vous abonner ici même à Dangerville. Nous commençons cet épisode en jetant un œil au seul et unique roi des monstres, le titan dont le rôle est d'imposer l'ordre et de maintenir l'équilibre dans ce monde naturel en perpétuel changement. Dans l'épisode précédent, Godzilla a été attiré en Australie pour affronter Kokaivelu, le mystérieux Titan X. Ils se sont tous deux précipités l'un vers l'autre, Titan X protégeant son œuf, tandis que Godzilla voulait simplement lui rappeler que la surface n'est pas un endroit où les titans peuvent simplement errer librement. Ils se sont affrontés violemment et Godzilla a même gardé des cicatrices visibles. Cependant, une organisation rivale de Monarch a pris l'œuf là où il se trouvait et a quitté le continent par les airs. Et Titan X, paniqué, s'est précipité à sa poursuite, cherchant à sauver son bébé. Mais Godzilla a fait de même. Ce qui nous amène à l'épisode d'aujourd'hui. Le roi des monstres poursuit Titan X de près à travers l'océan Pacifique. Monarch reste en retrait, se contentant d'observer. Ils ne peuvent que regarder où cette organisation mystérieuse emmène l'œuf, ce qui les conduit aux abords de l'île du Crâne.
Titan X grimpe au sommet d'une falaise massive qui s'élève de l'océan, un point de vue idéal pour bondir sur Godzilla s'il s'approche. Godzilla se dresse et rugit. Une démonstration classique d'intimidation montrant sa domination totale. En gros, il dit « Ne me défie pas ». Mais quelque chose d'intéressant se produit. Godzilla ne bouge pas. D'habitude, après sa démonstration d'intimidation, il charge et commence une attaque. Mais cette fois, il se contente d'observer, restant à sa place. Ce qui se passe ici, c'est que Godzilla n'est pas une force malveillante en quête de sang. Non, il maintient l'ordre en suivant Kokai jusqu'à l'endroit d'où elle vient, s'assurant qu'elle retourne là où elle doit être. C'est un comportement fascinant de la part du roi des monstres, car cela démontre qu'il n'est pas simplement une brute. Cela révèle une réflexion complexe, comme une sorte de police mondiale veillant à ce que les titans restent à leur place sans recourir immédiatement à la mise à mort. Il y a eu des exemples de cela dans le passé, où des titans rivaux ont été autorisés à vivre simplement parce qu'ils respectaient l'ordre naturel. Et une fois de plus, c'est pleinement visible ici. Dans l'épisode précédent, les spectateurs craignaient que la caractérisation de Godzilla ait été gâchée et que la réflexion critique qui définissait le roi des monstres ait disparu. Mais je suis heureux de dire que ce n'est pas le cas. Si Godzilla avait voulu tuer Titan X, elle serait morte. Mais au lieu de cela, il voulait l'escorter chez elle, de retour à l'Axis Mundi. Cela nous offre peut-être la scène de Godzilla la plus intéressante que nous ayons eue depuis longtemps et elle est magnifique. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que Godzilla ne la poursuit pas jusqu'à Skull Island. Il s'arrête net et espère que Kokai fera ce qu'il faut et rentrera chez elle. Qu'est-ce qui l'empêche de continuer? Quelle raison a-t-il de ne pas entrer sur Skull Island? Est-ce simplement pour éviter un conflit avec Kong? Ou bien se passe-t-il quelque chose de plus important ici, quelque chose qu'il ne veut pas déranger? Godzilla, après avoir accompli sa mission, se retire et regagne les profondeurs de l'océan, probablement pour regagner son temple et s'y reposer jusqu'à ce qu'on ait de nouveau besoin de lui. Ce qui nous amène tout naturellement à ce que fait Kokai Velu. Alors que nous portons notre attention sur Titan X, elle suit l'odeur de son œuf et se dirige vers Skull Island, le mystérieux refuge de nombreuses créatures parmi les plus terrifiantes de la Terre, des monstres capables de vous dévorer en quelques secondes. Ici, l'organisation mystérieuse dirigée par la propre fille de Walter Simmons, Isabelle, s'est emparée de l'œuf de Kokai et l'utilise comme appât. Mais dans quel but? Eh bien, elle prévoit de tuer Kong, l'un des titans alpha de la Terre qui maintient l'équilibre de Skull Island. Mais pourquoi? Avant qu'une réponse ne puisse être donnée, Kokai Velu arrive, attirée par son œuf. Mais avant qu'elle ne puisse le récupérer, elle est gazée par l'organisation. Elle lutte pour rester éveillée afin de survivre et pour son bébé. Mais elle succombe rapidement au gaz et reste là, inconsciente. Le groupe emmène le bébé dans un endroit sûr, quelque part où Titan X ne pourrait pas le trouver. Et ils commencent à faire quelque chose qu'Apex avait tenté plus tôt, le contrôle neural total d'un titan. Ils commencent à implanter des nœuds et des capteurs qui enverront des décharges électriques dans tout son corps. Cela, si ça fonctionne, permettra de prendre le contrôle total du corps de Kokai. C'est grâce à ce contrôle que ce groupe prévoit de tuer Kong, car il est la seule chose qui les empêche de manipuler librement les portails de l'Axis Mundi. Certaines personnes pensent qu'elles travaillent pour le même groupe qu'Alan Jonah, l'organisation éco-terroriste qui voulait libérer les titans pour réduire la place de l'humanité sur la planète. Éliminer les titans alpha semblait être leur seule solution pour libérer des monstres trop effrayés pour remonter à la surface. Cependant, je doute qu'Alan Jonah veuille intentionnellement blesser ou tuer les titans puisque leur groupe est strictement pro-nature. C'est très probablement quelque chose de bien plus sinistre. Nous reviendrons sur le sort du Titan X dans un instant, mais pour l'instant, je veux que nous nous concentrions sur les humains en bas qui traversent les environnements hostiles de Skull Island. À la recherche de Kate, Kintaro et de l'organisation rivale, les troupes de Monarch dirigées par Tim et May sont à la recherche d'une ancienne base de recherche de Monarch qui a été détournée par ce groupe pour tenter de tuer Kong. Ils avancent à travers la jungle dense, en espérant ne pas croiser quelque chose qui voudrait les dévorer.
Cependant, des lianes au sol commencent à bouger, comme si elles étaient guidées par quelque chose de conscient. Un soldat est tapé vers la canopée au-dessus, et il disparaît si vite qu'on dirait qu'il n'a jamais été là. Mais d'autres vrilles commencent à descendre, cherchant leur prochaine cible. Il ne s'agit nul autre que l'étrangleur de lianes. Nous avons déjà eu un aperçu de ces créatures effrayantes dans un épisode précédent, enfermées par Apex, récupérées lors d'une expédition antérieure. Mais maintenant, nous avons pu les voir à pleine puissance, déchirant complètement les rangs des forces de Monarch. Avec un niveau d'agilité stupéfiant, ils bondissent à travers la canopée, sautant d'arbre en arbre dans le but de capturer des proies à consommer. Un à un, leurs vrilles rampent sur le sol, cherchant quelque chose à agripper. Et lorsqu'il y parvient, il les entraîne avec une force immense dans sa gigantesque cavité thoracique, la bouche remplie de dents barbelées acérées comme des rasoirs, capables de déchiqueter tout ce qui a le malheur de s'y retrouver. Fait intéressant, ces créatures prennent une forme presque humanoïde, avec une tête, un corps, des bras et des jambes bien distincts, construits comme ceux d'un humain. C'est peut-être un cas d'évolution convergente où deux espèces complètement différentes développent des caractéristiques similaires parce qu'elles s'adaptent à des environnements ou à des pressions de survie semblables. Ou peut-être que ces créatures peuvent prendre plusieurs formes et qu'en ce moment, elles se sont adaptées pour ressembler à leur proie actuelle, l'humanité. Donc, elles se déguisent en utilisant une forme familière pour se fondre dans l'ombre, ce qui est vraiment terrifiant. Ils déchirent l'équipage et attrapent même May, la soulevant, prêts à la traîner presque dans leur gueule béante. Mais grâce à Tim, ils la ramènent au sol et l'équipe s'enfuit aussi vite que possible vers une clairière plus large, sans arbres au-dessus d'eux qui pourraient cacher d'autres horribles étrangleurs de lianes. De retour sur Titan X, l'organisation a réussi à installer le dispositif neural qui, s'il fonctionne, leur permettra de prendre le contrôle du Titan pour servir leurs propres intérêts. L'agent soporifique commence à se dissiper et Cocaille Velu commence à se réveiller. Maintenant recouverte de technologies artificielles et privée de son œuf, on ne peut qu'imaginer le niveau de confusion et de détresse qu'elle doit ressentir. Le groupe active l'appareil qui envoie des décharges électriques à travers son corps. Et en quelques secondes, l'appareil semble fonctionner. Et Titan X est maintenant sous le contrôle de cette organisation. Ils la forcent à pousser un cri assourdissant. Un appel pour défier le protecteur de l'île, Kong. Jusqu'à présent, cette organisation secrète avait gardé Kong occupé, en diffusant les sons des rugissements d'autres monstres, ce qui le désorientait et l'éloignait de sa cible, l'amenant vers d'autres parties de l'île, afin qu'ils puissent commencer leur plan d'installation du dispositif de contrôle neuronal. Mais maintenant, Titan X pousse un rugissement pour défier Kong, et il se précipite immédiatement vers la source du bruit. Cela mènera inévitablement à un combat entre Kong, le protecteur de l'île, et le mystérieux Titan X, le dieu de la mer. Qui sortira vainqueur? Kong devra-t-il abattre Cocaille Velu, le titan qui cherche simplement son nouveau-né? Peu importe le résultat, cela finira en tragédie. Nous ne pouvons qu'espérer que le roi de l'île du Crâne fera preuve de clémence envers ce dieu de la mer et qu'une solution pacifique sera trouvée. Quoi qu'il arrive, le monde n'est pas prêt. Ceci conclut notre tour d'horizon des créatures rencontrées dans l'épisode 9 de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Ce regard sur le Monsterverse n'a fait qu'approfondir notre compréhension des titans et nous a permis de mieux voir comment fonctionne le roi des monstres, lui donnant plus de profondeur et d'intelligence que jamais auparavant. Et maintenant, Kong et Cocaille Velu sont sur le point de s'affronter dans une bataille cataclysmique qui, sans aucun doute, ébranlera les fondations mêmes de la Terre. Après tout ce que nous avons appris sur Titan X, et le fait qu'elle soit simplement un animal innocent, une mère, et qu'elle cherche juste à rentrer chez elle, espérons que la solution sera la paix. Cependant, compte tenu des intentions de cette organisation rivale, la paix pourrait ne pas être une option. Espérons que, le moment venu, Kong laissera ce monstre tranquille et ne lui réservera pas le même sort qu'à tant d'autres qui ont osé le défier. Mais pour l'instant, nous ne pouvons qu'espérer. Kong contre Titan X, une toute nouvelle espèce, et le retour d'un kaiju classique que nous n'avons pas vu depuis 7 ans. Après des mois d'attente, le final de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters est enfin arrivé.
Cet épisode offrait beaucoup de temps à l'écran pour les monstres, l'un des meilleurs combats de Titans du Monsterverse, et nous a submergés avec le plus de lore de l'univers que nous ayons vu dans cette franchise depuis Godzilla, King of the Monsters. La conclusion de l'histoire de Titan X a offert de grands moments émouvants et épiques. Et l'avenir du Monsterverse, les prochains chapitres de cette histoire s'annoncent très intrigants et les choses deviennent vraiment passionnantes. Le combat a-t-il été à la hauteur des attentes? Titan X fut-il un succès ou un échec? Et que pouvons-nous attendre de Rodan à l'avenir? Allons-y. Le retour sur Skull Island signifie le retour d'autres créatures d'un autre monde. Voici cette créature classifiée, encore largement entourée de mystères, ressemblant à un insecte. Une créature qui, jusqu'à présent, n'a pas encore été détaillée ou révélée par Monarch. Cette créature, le Roly Polymégapède de source, est en réalité officiellement appelée la Chenille Stampede pour des raisons évidentes. Je vais briser le 4e mur ici très rapidement. Ce nom, c'est comme appeler Godzilla lézard nageur comme nom officiel. Monsterverse et l'équipe Lord Apple, vous pouvez faire mieux. Ce sont des créatures similaires aux nombreuses autres présentes sur Skull Island qui ont spécialement évolué pour survivre sur ce bout de terre classé comme extrêmement dangereux. Grâce à Kong qui sème la pagaille sur Skull Island et à sa chasse au Titan X avant leur affrontement, nous avons pu découvrir leur capacité la plus extraordinaire. Forcés à fuir en masse, ils traversent la jungle à grande vitesse en roulant. En un instant, ils peuvent modeler leur corps pour ressembler à une roue. Grâce à leur puissance, ils projettent leur masse vers l'avant et roulent. Une fois l'élan pris, ils se déplacent à grande vitesse grâce à cette forme de locomotion, atteignant apparemment au moins 50 km/h dans la végétation dense de la jungle. Cependant, tant que d'autres recherches ne seront pas menées, ces chiffres ne sont guère plus que des estimations calculées. On pourrait en dire autant de leur taille globale. Les estimations situent la longueur de la chenille Stampede entre 12 et 20 pieds, soit environ 5 mètres plus ou moins. Sa taille est similaire à celle des grands crocodiles marins ou des grands requins blancs. Son long corps est recouvert d'une mousse qui aide sûrement l'animal à se cacher des prédateurs. Et lorsque le camouflage échoue, les énormes pics et cornes sur son corps feraient réfléchir à 2 fois n'importe quel prédateur avant de tenter de le mordre. Cette créature subit sans doute une pression constante à cause de sa petite taille et d'indices suggérant qu'elle est herbivore ou omnivore. Fuyant en groupe, sans tenter de dévorer les humains croisés, cela suggère qu'il ne s'agit sans doute pas d'une bête purement prédatrice, mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas frapper fort. Les chenilles géantes ont réussi à frapper et à déplacer l'hélicoptère écrasé, un objet très lourd fait d'acier épais et d'autres matériaux extrêmement résistants. La force nécessaire pour accomplir cela est impressionnante et serait largement suffisante pour écraser n'importe quel humain ou même leur véhicule en miettes. Le Monsterverse doit proposer davantage, ce sont des combats de Titans comme celui-ci, Kong contre Titan X. Le grand combat final de la saison 2 de Monarch. Godzilla régnera toujours, mais c'est agréable de voir le grand singe affronter une mère protectrice puissante. Et cette fois, contrairement à Godzilla, le combat devait vraiment être un combat à mort. Heureusement, les compétences et forces des 2 titans se sont équilibrées, rendant le combat assez équilibré. Kong utilise son corps bipède et ses bras puissants pour attraper et lancer les titans à la manière des humains. Ce ne serait pas un vrai combat de Kong sans quelques coups de poing spectaculaires. Titan X, tout comme ce qui a été montré avec Godzilla, continue d'utiliser son style de combat impressionnant appelé Lim-Fu, profitant de ses nombreuses tentacules pour submerger Kong 1 ou 2 fois pendant le combat. Au début, cependant, Kong avait l'avantage, mais à mesure que Titan X devenait de plus en plus agitée et inquiète pour son œuf, elle devenait de plus en plus puissante. Ici encore, le manque d'expérience de Kong face au titan majeur à ce stade de la chronologie ressort clairement. Si vous observez attentivement Kong durant ce combat, vous verrez à quel point il est fait pour survivre. Nous voyons Titan X le mettre dans des prises d'étranglement et utiliser d'autres techniques de combat auxquelles Kong doit trouver des solutions en plein milieu du combat. Voir Kong lutter constamment pour se sortir de situations désespérées, c'est un comportement typique chez lui. C'est son super pouvoir, car les autres titans font preuve de moins d'ingéniosité. Si ce combat avait continué jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un debout, le vainqueur aurait été couvert de bleu et de sang. Mais heureusement pour eux deux, ce combat a été orchestré par les humains. Ni Kong ni Kokai ne voulaient réellement s'entretuer.
Ils ont été placés dans cette situation par les humains qui voulaient en profiter d'eux, et à la fin, une fois que l'œuf de Titan X a été révélé à Kong, la tension du combat a simplement disparu. La supplication de Titan X auprès de Kong pour qu'il cesse le combat après avoir récupéré son œuf était un comportement inédit chez les Titans. Même après toutes ces années, les Titans continuent de m'étonner. Le fait que Kong se contente de s'écarter et de s'asseoir pour laisser Titan X passer en toute sécurité était un comportement étrange. Cela montre vraiment à quel point ces animaux fictifs sont spéciaux. Lâcher toute sa rage en si peu de temps et laisser cette mère Titan partir sans aucun problème de sa part, c'est quelque chose dont je ne suis même pas sûr que beaucoup d'entre nous, les humains, seraient capables après des événements aussi riches en adrénaline. Les deux monstres ne semblent même pas préoccupés d'avoir failli s'entretuer. Et c'est vraiment spécial. Les Titans commencent lentement à redevenir des divinités, comme des demi-dieux que nous ne pouvons pas totalement comprendre vivant dans un monde naturel, et ça, c'est tout simplement exceptionnel. L'histoire de Titan X est bien plus qu'une simple succession de conflits et de batailles. Elle est tragique, déchirante, et aussi, faute d'un mot plus monstrueux, magnifique. Après son combat contre Kong, Titan X restait confuse sur la direction à suivre. On lui a donné les indications et elle se perd quand même. Godzilla était en train de faire une facepalm de la taille d'un titan quelque part au milieu de l'océan pendant ce temps. Notre équipe savait qu'elle devait l'aider à enfin rentrer chez elle. Grâce aux rugissements préenregistrés diffusés par les haut-parleurs du Chinook, Titan X rentrait chez elle jusqu'à la panne des haut-parleurs. Et c'est là qu'il se passe l'une des choses les plus improbables. Titan X se connecte et suit Kate grâce à leur lien mystérieux. Une fois au sol et à la position de la faille principale, la connexion entre ces deux êtres devient centrale et, oserais-je dire, pour la toute première fois dans l'histoire de cette série, j'ai réellement apprécié voir Kate à l'écran. Tout comme Serizawa avec Godzilla et Gia avec Kong, ils partagent un moment ensemble, entrant physiquement en contact l'un avec l'autre. Cette séquence a touché mon instinct d'amoureux des animaux, en voyant la connexion unique qu'un humain et un titan peuvent avoir dans des circonstances idéales. Quand cela arrivait, j'oubliais à quel point j'étais critique envers la manière dont cette série écrivait certains personnages et leurs motivations discutables. Parce qu'à ce moment-là, Monarch, l'héritage des monstres, a enfin capturé le véritable moment émotionnellement saisissant où les titans et l'humanité se comprennent et sont égaux. La relation entre humains et titans dans le Monsterverse devient toujours plus intéressante et complexe. Et avec tout cela, Titan X a finalement été renvoyé chez lui et le monde a enfin pu souffler, mais pas pour longtemps. Un titan alpha de haut rang, massif, qui était porté disparu depuis près d'une décennie, fait son retour dans le Monsterverse. Rodan est de retour dans la partie. Étant la première grande réintroduction d'un titan apparu pour la première fois dans Godzilla, roi des monstres depuis Mothra, le retour de Rodan a des implications énormes, et je veux dire vraiment énormes, pour l'avenir et même le passé du Monsterverse. Rodan émerge des cendres volcaniques et des débris. Il est impressionnant. Aussi magnifique que le jour où je t'ai perdu. Mais dites-moi, vous qui regardez, est-ce vraiment Rodan ou un compagnon comme dans les anciens récits? Un mâle et une femelle peut-être? Nous préparons actuellement des vidéos qui expliquent la réapparition soudaine de Rodan, alors n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'aimer la vidéo pour en voir plus. Merci les gars, toute cette scène finale était un cliffhanger parfaitement conçu. Peu importe ce qui se passera ensuite concernant l'histoire de Rodan et Li Shou, j'espère que d'autres ont été aussi excités que moi quand ce volcan est apparu à l'écran et que vous saviez qui allait arriver. L'histoire de Titan X est peut-être terminée, mais celle de Rodan ne fait que commencer. Ceci conclut notre série sur les monstres pour tous les épisodes de la saison 2 de Monarch, l'héritage des monstres. Nous partagerons d'autres réflexions sur cette saison dans de futures vidéos, mais pour l'instant, je pense que les épisodes 6 à 10 de la saison 2 de Monarch, et Alistair partage mon avis, devraient me servir de référence pour une série du Monsterverse. Des scènes épiques avec des monstres, des aventures à enjeux élevés et un drame bien mieux adapté à une série centrée sur une franchise consacrée à une faune d'un autre monde et aux problèmes que son existence engendre. Je sais que c'est peu probable, mais si quelqu'un d'Apple ou de Legendary voit ceci, les fans ne veulent plus entendre parler de triangles amoureux ou de scandales d'infidélité à ce point dans le Monsterverse. Merci de passer à autre chose. Cet univers est bien trop riche pour ce genre de narration. Il y a d'autres séries pour ça. Mais sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de notre série complète de 10 vidéos.
Nous avons trouvé amusant d'imiter David Attenborough ou Morgan Freeman dans ces vidéos. Ça a été un honneur d'explorer leur biologie, leur écosystème et la vie des titans au fil de la saison 2, mais le contenu ne va pas s'arrêter là. Il y a encore beaucoup à venir alors que nous analysons la suite. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'écraser le bouton de notification pour ne rien manquer de toutes les prochaines mises à jour. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour dire quel monstre était votre préféré.